Bonjour, je me présente, je m'appelle Diane Roche, Xavier de Lalande. Nous sommes tous les deux cavaliers, avec une période qui a été très sympa pour nous, puisqu'on a eu l'occasion de monter à haut niveau pendant plusieurs années, au point de vue national et international. On a eu aussi l'occasion pendant des années, et ça c'est un choix personnel pour chacun, d'enseigner. Aujourd'hui, on est là, déjà par rapport à un contexte économique qui est pour certains difficile, voire très difficile. Et donc, grâce à l'appui de Vivea, et notamment de Julie Bernel, et surtout à la demande de plusieurs creux, il était important d'appuyer sur des activités ou des méthodes qui permettent de développer votre chiffre d'affaires. Xavier de Lalande va donc vous parler, parce que c'est lui l'initiateur, il y a maintenant plus de 30 ans, de l'équitation par le rythme et de la musique comme outil pédagogique, de façon très brève. Ensuite, je vais vous présenter une première vidéo, qui est un reportage qui a été réalisé par Equidia, correspondant à l'intervention de Xavier chez Eugénie Angot. Ensuite, vous aurez une deuxième vidéo très courte, qui est un reportage à nouveau télévisé d'une intervention que j'ai faite dans un centre équestre à Épinal. Donc vous allez voir deux contextes complètement différents. C'est volontaire, parce qu'on souhaite vraiment arriver à vous passer l'information que ce que l'on va vous présenter aujourd'hui concerne aussi bien, et là écoutez bien parce que c'est vraiment très important, ça concerne aussi bien les cavaliers de compétition que votre activité qui vous permet de gagner votre vie chaque jour, qui correspond à l'activité club, du débutant jusqu'au cavalier galop 7. Bien, bonjour. Alors, c'est vrai que, bon, au départ, quand j'ai monté à haut niveau, j'ai eu, comme tout le monde, des problèmes de chevaux de haut niveau. Ça dure pas tellement longtemps. On a besoin de renouveler avec les poulains, tout ça. Mais enfin, quand même, quand on tombe sur un crack, ça va durer un certain temps. Et puis ensuite, ça s'arrête. Donc, l'idée que ça puisse s'arrêter, qu'on dépende un petit peu du hasard, ça ne me plaisait pas trop. Et ma deuxième passion, en dehors de monter en compétition, c'était l'enseignement. Et donc j'ai voulu utiliser ce qui me paraissait logique, mais ma compétence, ce que j'avais appris en haute compétition, dans l'enseignement de cavalier ordinaire ou de base, enfin peu importe. Et si vous voulez, on parle toujours du mouvement en avant, dans tous les livres d'équitation, qui sont très bons, il y a beaucoup de choses, mais personne n'avait quantifié le mouvement en avant. Alors, vous avez du mouvement en avant, mais c'est vague, c'est pas précis. J'ai contacté des gens qui avaient tout lu, comme le docteur Mariquet, qui était un cavalier de dressage, et qui avait tout lu, tout ce qui avait été publié sur la Terre dans toutes les langues, et il me dit non, rien n'a été noté. Donc, ça m'a intéressé, et j'ai commencé donc à utiliser des cassettes, parce que c'était l'époque des cassettes. Et je travaillais des jeunes chevaux, et j'ai trouvé un disque qui correspondait à un cheval au trot. Mais disons que pour les autres, il fallait changer de cassette, donc c'était pas très pratique. Et les premiers métronomes, parce que j'ai un certain âge, les premiers métronomes électroniques ont commencé à arriver. Donc j'en ai acheté un, je l'ai mis sur ma manche et j'ai travaillé mes chevaux. Au départ, c'était un projet pour enseigner, mais d'abord j'ai voulu le tester parce que c'est un peu une escroquerie de faire travailler les gens si on n'est pas capable de mettre en pratique ce qu'on enseigne. Et donc j'ai commencé avec mon métronome sur la manche, et à cette époque-là j'avais des 4 ans, donc des galopés en plus, et je voulais bien les monter, et je me suis aperçu que j'avais un taux de régularité incroyable. C'est que autrefois dans les parcours, quand on arrivait aux 2/3 du parcours, on voulait finir sans faute, c'était mon cas comme tout le monde, et je me suis aperçu qu'avec le métronome, je meublais les temps morts. C'est-à-dire qu'au lieu entre deux obstacles, d'essayer de réorganiser mon cheval pour qu'il termine sans faute, je le dynamisais. Parce que, en sautant, un cheval perd son rythme. Il monte en l'air, il effectue une foulée dans le vide, on la voit certaines fois, mais on ne la voit pas tout le temps, et à la réception, donc au bout de 3 obstacles, un cheval a perdu quelque chose. Sauf si son cavalier l'a poussé pour sauter.
Mais donc je me suis aperçu de ça, et donc ça m'a, avec plus d'activité entre les obstacles dans le galop, donc je me suis aperçu que j'ai eu des résultats bien meilleurs, et j'ai eu pas mal de réussite de ce côté-là. Alors, dans l'enseignement, il fallait d'abord connaître les rythmes des chevaux. Alors c'était l'époque du jogging, des montres Casio pour courir. Donc j'ai testé mon rythme de course à pied. J'ai eu quelques sensations. Je me suis aperçu que dans un rythme régulier, quand je montais une côte, au lieu de forcer pour garder le même rythme, j'étais obligé de diminuer mes foulées. Et en descente, je les agrandissais sans accélérer. Et en montée, voilà. Donc tout ça, ça m'a aidé un petit peu. Et puis sur le plan équitation, j'ai fait des expériences. Et je vous encourage ensuite, même si vous comprenez notre propos, et je vous encourage, d'abord c'est très amusant de découvrir, et on progresse toujours de manière régulière en mettant en pratique certaines solutions qui paraissent un petit peu bizarres. Vous savez, quand j'ai vu les premières personnes qui sautaient en style Fosbury, qui retombaient à l'envers sur le dos, on a pensé que le type était fou. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui saute en rouleau ventral, comme nous, on nous l'avait appris. Donc, vous voyez, il faut toujours être... Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles technologies qui arrivent, et il faut être éveillé. Il y a toujours une petite application, parce qu'on est un peu obsédé par notre activité, et il y a toujours quelque chose qui peut nous concerner. Voilà, donc les rythmes de pas, j'ai découvert qu'un cheval, à peu près, marche, si on prend un métronome qui a un nombre de pulsations par minute, le pas est un rythme qui part à peu près de 90 pas par minute, c'est un pas lent, très lent même, et on peut marcher jusqu'à 120 pas par minute. Si votre cheval n'est pas capable de marcher à plus de 105, 106 pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est pas parce que c'est un cheval d'école, les chevaux, ça veut dire de la manière dont vous le demandez, c'est pas correct. Donc il y a se mettre un peu à obtenir de son cheval et le développer dans ses allures naturelles, ça paraît un objectif tout à fait intéressant. Au trot, ça, dans les chevaux d'école, parce que j'ai mis en pratique ça à Niort, j'avais la chance d'avoir 600 membres, donc j'ai testé depuis les débutants jusqu'aux cavaliers confirmés. Alors au trot, disons dans un club, le trot moyen d'un cheval est autour de 170 foulées minutes. Aujourd'hui, avec des jeunes chevaux, avec des courants de sang étrangers, ça serait plutôt autour de 155 pas minute. Alors, et donc, si vous voulez, quand on a un cheval qui a une allure naturelle, d'abord il faut connaître ses allures naturelles, le tester. Alors, on a un métronome, vous pouvez vous entraîner à la télévision, vous pouvez regarder aussi. Vous verrez que, par exemple, Charlotte Dujardin, avec son cheval, dans son trot de travail, elle trottait à 130. Essayez de mettre votre cheval à 130, il n'est pas au trot, il est au pas. Donc il faut une impulsion énorme pour que le cheval ait cette énergie de faire ce trot brillant qui est si beau, qui est à la fois un trot et une élévation, et ce qu'on aime en dressage. Donc voilà, si vous voulez. Ensuite, au galop, il y a chaque cheval, tous les chevaux sont différents, ils retombent un petit peu dans certains rythmes qui peuvent être communs, mais ils ont et donc, en travaillant au galop, ça tourne autour de 100 dans un manège. Ça peut être le même cheval, peut être à 102 à l'extérieur. Alors au galop, je ne change que de 2 foulées de plus ou de moins par minute. Si une allure est inconfortable, je vais la tester. Si c'est à 100, je vais essayer 102. Si 102 marche, ou si ça ne marche pas, je vais essayer 104 ou 98. Mais jamais changer plus pour se rapprocher et définir son cheval. Ensuite, ce qu'on appelle le dressage d'un cheval, c'est sa capacité à évoluer dans différents rythmes, dans chaque allure, le pas, le trot, le galop. Disons qu'un cheval moyen doit pouvoir avoir 3 rythmes dans lesquels il garde ses capacités. Donc à l'obstacle, c'est intéressant, parce qu'on peut sauter à l'entraînement, il est évident qu'on aura un rythme plus lent, et en épreuve, aujourd'hui, c'est 420 minutes, donc c'est vraiment un galop très soutenu. Donc il faut travailler ces chevaux dans des rythmes différents. Et alors ensuite, ce rythme, l'essence même de la musique, c'est le rythme. Donc ça fait longtemps, je dis depuis les cassettes, j'avais dans un coin de ma tête d'utiliser la musique, mais techniquement, c'était un appareil qui était lourd, qui était branché sur secteur, et moi j'évolue dehors, donc ça n'allait pas. Et enfin, j'ai mon petit-fils qui jouait avec
avec une DSI. Et dans la DSI, vous avez un système qui permet d'accélérer une musique ou de la ralentir et sans altérer la qualité du son. Donc je me suis servi de ça et actuellement j'ai énormément de musique. Alors le métronome vous donne le rythme égal, le régulier de votre cheval. Donc ça permet de savoir. Ensuite, un cheval ne peut conserver un rythme régulier que s'il se propulse et s'il a de l'équilibre. Donc dès qu'il perd l'équilibre, le rythme est altéré, soit en accélération. S'il perd la propulsion, il perd en rythme, en mouvement. Donc on a des informations tout de suite. On peut travailler sur le cheval que l'on monte, mais dans une reprise, c'est très intéressant aussi, puisque chaque cavalier, ils peuvent être 9, 10, 12, et là, ça rejoint un problème économique. Mais à partir du moment où un cavalier à cheval, il écoute un rythme, il s'occupe de lui et de son cheval. Et le nombre qu'il soit, c'est pas très important. Alors, on joue sur les rythmes, on prend des rythmes moyens. C'est-à-dire, je prends un rythme, si la moyenne des chevaux tourne à 170, je vais commencer 170, après je vais descendre à 165, après je vais passer à 175. Et en gros, ce qui fait qu'un cheval a du mal à se propulser dans un rythme sera compensé dans le rythme suivant, il sera plus à l'aise. Donc il y a, au point de vue enseignement, ça a donné des résultats très intéressants. Les cavaliers sont très très concernés par ce qu'ils font, puisque c'est comme s'ils dansent avec quelqu'un. Quand vous dansez avec quelqu'un, si c'est quelqu'un qui manque un peu d'expérience, dès qu'il n'est plus dans le rythme, vous pouvez éventuellement de l'aider à y revenir. Mais vous ne pouvez pas l'attraper et le pousser pour qu'il revienne dans le rythme. Toutes les actions de force s'éliminent d'office. On ne peut pas agir par la force. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour du problème. Et elle est impatiente, alors je lui passe le micro. Bien, je mets en route donc la vidéo. Eugénie et Cédric Angot, cavaliers internationaux de saut d'obstacles, ils accueillent aujourd'hui Xavier Delalande. Cet entraîneur a développé une méthode particulière pour ses cavaliers. Il exploite la musique comme outil pédagogique. Il a inventé une méthode basée sur la cadence du métronome, capable de déterminer le rythme des foulées du cheval. Ma méthode, c'est exactement la même chose il y a un livre qui est sorti il y a très longtemps, que Klimke avait écrit, qui s'appelait Cavaletti. C'était justement de mettre des barres au sol pour mettre les chevaux dans certains rythmes, au pas, au trot et au galop. Et moi, j'utilise la musique pour faire la même chose sans avoir la contrainte des barres. Ici, le cheval entend à peine la musique. C'est bien au cavalier que Xavier Delalande s'adresse. Et pour cela, il les équipe de casques audio reliés à sa petite console. La grosse différence avec un écouteur et une oreillette, c'est que dans n'importe quelle attitude, on entend. Alors que normalement, quand un enseignant est en train de parler, le cavalier est obligé de tourner la tête pour comprendre ce qu'il dit. Ou alors, s'il l'entend, c'est parce qu'il a crié. Et quand on est on n'est pas en difficulté, mais quand on est en train de faire quelque chose de très fin, c'est très désagréable d'entendre quelqu'un crier. Eugénie, Cédric, Camille et Mélanie vont caler la foulée de leurs chevaux sur le rythme donné par la musique. De vos rênes, de vos jambes. L'exercice commence d'abord au pas, une allure parfois négligée selon Xavier Delalande. On est à 90. Doucement, sans te raidir, Mélanie. Doucement, tout doucement. J'écoute la musique, je me sers du métronome, j'accélère ou je ralentis jusqu'à ce que je tombe sur le rythme de la musique, et ensuite j'ai un chiffre qui correspond au nombre de foulées du cheval dans une minute. Au galop, ça tourne autour de 100, au trot, ça tourne autour de 160. Ça m'a permis de tester des musiques et d'arriver à avoir des musiques qui correspondent à peu près à tous les rythmes que je souhaite utiliser. Si tu veux, c'est pour aller dans le maximum d'équilibre qu'on puisse avoir. Tu t'aperçois que tu es obligé de travailler sur ton propre équilibre. À partir du moment où un cheval est capable de marcher vite, de garder le contact et d'avancer, bon après, il se muscle, il se porte, il garde le contact. N'oublions pas qu'Eugénie est aussi la fille du grand compositeur Michel Legrand. Elle est donc particulièrement sensible à la musique. Choper le tempo, on y arrive, c'est le conserver qu'on n'y arrive pas. Et on perd, voilà, l'équilibre longitudinal, la rectitude,
Voilà, et c'est un exercice, je trouve, difficile de concentration, d'arriver à se caler au pas et de s'obliger à respecter et à tenir le tempo. Ce qu'on obtient au pas, c'est du gain de temps et un confort pour le cheval quand il rentre dans le travail déjà dans les allures supérieures, donc c'est très intéressant et ça nous oblige, nous, beaucoup, à travailler notre attitude, notre position. L'équilibre du cheval se fait plus naturel, le contact avec la bouche plus léger. Ça c'est 162, doucement. Voilà. Alors ajustez vos rênes. Normalement, on doit voir les rênes, on voit toujours, les rênes ne doivent jamais être flottantes, hein, Eugénie. Tu dois maintenir un contact, et ensuite c'est ton corps qui fait la liaison. Voilà. Très bien. Mélanie, c'est très bien aussi, tu vois. Petit à petit, tiens bien tes rênes, mais ne tiens pas ton cheval. Reçois-le sur la main. Voilà, on commence à... Déjà, il va chercher son terrain beaucoup mieux. Camille, descend. Les rênes commencent à la bouche du cheval et ça va jusqu'à la ceinture. Toute la partie, et souvent des jeunes cavaliers sont un petit peu... Vous savez, on est un peu sévère avec eux, fais pas ci, fais pas ça, et applique-toi. Les résultats, ils sont plus raides dans le haut du corps, dans les épaules. Ils regardent un peu par terre. Et donc, il faut leur donner... c'est très important qu'ils gardent le liant et donc avec la musique ça m'aide un peu plus. Il faut que ça aille jusqu'à la ceinture, une raideur dans les épaules, le dos, le regard par terre, tout ça, ça raidit. Quand on a la tête qui est penchée en avant, ben, le dos est tendu, il n'est pas relâché. Il faut toujours avoir les fesses qui sont sous les épaules et ressentir que le cheval a besoin de tout le corps du cavalier pour améliorer sa foulée. On va partir au galop. Vous écoutez une musique et vous faites danser un enfant, ou un jeune enfant qui ne sait pas danser. Vous allez petit à petit l'amener dans le rythme, le guider légèrement pour qu'il fonctionne dans le rythme. Et si vous continuez, si vous le tenez à pleine main, eh bien, il n'a aucune autonomie. Donc au début, il faut juste le remettre quand il déborde, et ensuite, c'est son autonomie qui fera qu'il va être dans le rythme et qu'il apprendra à danser, et qu'il pourra développer ensuite ses gestes dans le rythme de la danse. Ben, c'est un peu la même chose, je trouve, à cheval. Mélanie, c'est beaucoup mieux, tu es un peu plus décontracté, c'est bien. T'as vu, Camille, tu es obligé de te servir un peu plus de tes jambes. Hein? Au lieu de le tenir, tu t'aperçois que quand il avance mieux, il se tient mieux. Donc en fait, t'en fais moins. T'as moins à en faire. Tes yeux sont un peu trop bas tout le temps. Essaye de penser que le moteur est derrière toi. Même si le cheval n'entend pas directement la musique, il ressent le rythme grâce aux demandes du cavalier. La musique passe alors du corps du cavalier à celui du cheval. Et l'amplitude de ses foulées devient alors régulière tout en restant naturelle. Cavalier et cheval deviennent alors un vrai couple de danseurs parfaitement calés ensemble. Là, on est à 98. Hein, galoper, tu peux galoper un peu plus lentement, mais toujours qu'elle aille vers ta main et dès que ça se détériore, tu reconstruis. En coaching, avec ta jument, on va dire là, tu vas faire 3, tu vas faire 4, ça c'est normal. Mais au travail, il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Au travail, ton cheval, il doit choisir. Si la distance est longue, il doit en faire une de plus. Il n'a pas besoin de la prendre. Si tu es dans un galop lent, il refera une foulée en plus. Et il gardera sa trajectoire. Et après, il peut venir au pied, et voilà. Il y a une chose qui me réconforte, c'est que donc moi je fais beaucoup travailler Camille et Mélanie, et Xavier leur fait passer le message à travers la musique, alors avec des mots différents, mais c'est exactement ce que je leur explique. Toi, ta façon d'expliquer voilà, que c'est le cheval qui doit venir se poser sur la main, etc., ça c'est quelque chose que je dis à peu près de la même façon, mais de s'occuper du galop, moi je vais leur dire, fais-le passer devant toi, va chercher, prends votre ta distance, va la chercher pour l'attendre à la fin. Donc c'est avec des mots différents et des... Voilà, donc, mais là où c'est assez juste, c'est qu'il y a un moment, moi je vais expliquer ça pour parler d'une distance, toi tu vas expliquer ça pour parler du galop du cheval. Donc,
Voilà, elle me dit, c'est exactement la même chose, mais il y a un moment, c'est là où tu dis c'est la différence entre le coaching et le travail. Voilà. C'est que moi, il y a des moments, c'est peut-être trop technique. Et c'est trop parce que finalement, et moi je conclus par contre comme toi, quand tu as ce galop-là, tout va. Tout va. Tout va. C'est ça, exactement. C'est voilà. Voilà, cette première vidéo, c'est dans l'idée pour vous présenter la méthode telle que Xavier a pu la présenter, la travailler à travers la France, à travers tous les stages qu'il a fait. Il s'est aussi rendu compte qu'il y avait un manque considérable ensuite au niveau de la pédagogie. Il voyait bien que durant toutes ces années, il avait apporté beaucoup de techniques pour tout votre côté, votre facette de cavalier. Mais moi, je me rends bien compte qu'en parallèle, vous avez par obligation une facette de chef d'entreprise et donc de pédagogue, puisque c'est votre deuxième activité. Et l'idée, c'était vraiment de proposer des stages où, bien sûr, vous avez la partie technique à cheval qui vous permet de découvrir ou perfectionner cette méthode, mais qu'ensuite, on puisse vous mettre directement à l'action avec nos outils, puisqu'on vient avec nos outils, vous faire utiliser les outils de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte que c'est facile et vous mettre en situation ce jour-là avec les autres enseignants pour vous mettre tout de suite en situation de pédagogue et pouvoir immédiatement mettre en place cette méthode que vous avez déjà pratiquée à cheval auparavant. C'est essentiellement la raison pour laquelle on est deux quand on vient animer des stages d'enseignants. Et donc, une deuxième petite vidéo et dernière vidéo qui dure 2 minutes, qui est en fait un résumé d'une intervention au centre équestre d'Épinal. Ambiance musicale à l'écrin d'Olimal, le centre équestre d'Épinal-Chantraine. Plus qu'un bruit de fond, l'équitation par le rythme est une nouvelle discipline qu'appréhendent actuellement les professeurs et que découvrent ces cavaliers. Ils vont tous venir dans le club. Avec les mains après. Beaucoup de plaisir. Parce que vraiment la musique ça donne de la gaieté, de la joie et aussi une pédagogie, on va dire, un peu plus en attente de la sensation de ces cavaliers de toujours être dans le directif. Moi j'adore, ça me met en confiance et en fait on a l'impression de faire qu'un avec le cheval. Vu qu'on se met dans le même rythme, on a juste l'impression que c'est le prolongement de nos jambes et on est avec en fait et c'est super. On est ailleurs. Diane Roche, championne de France de CSO, a fait le déplacement depuis Fontainebleau pour former des enseignants à la technique. Le principe, c'est en fait de faire travailler le cheval en rythme. La musique, c'est un support. On exploite la musique pour écouter le rythme et faire fonctionner l'ensemble, cheval-cavalier, sur le rythme qu'il entend. Donc, et le cheval et le cavalier écoutent et fonctionnent sur la même chose. Une pédagogie qui permet de décontracter le cavalier émérite et atténuer l'angoisse du débutant. Un moyen d'augmenter la concentration de l'homme, bien sûr, mais de l'animal également. Le cheval, en plus, se plaît énormément à travailler en musique, puisqu'il peut totalement, s'il trouve du confort dans l'exercice, après repérer la musique qui lui a donné ce confort, et tout de suite se mettre dans le bon rythme pour retrouver ce confort. Donc le cheval aussi, ça l'aide énormément à se stabiliser et à éviter de se faire attraper au niveau de son attention par des événements extérieurs. Cette méthode basée sur le rythme fonctionne aussi bien avec un métronome. C'est Xavier Delalande, entraîneur de l'équipe de France de saut, qui l'a mise au point voilà déjà 30 ans, mais reste encore beaucoup d'obstacles pour faire connaître et reconnaître la technique. Pour qu'un jour ça soit reconnu en compétition, il faut continuer à faire ce travail de terrain auprès des enseignants, des responsables de centre équestre, pour dépasser le cap de l'ambiance et utiliser la musique comme outil pédagogique. Un outil de travail qui nécessite pour le cavalier une fine compréhension du fonctionnement du cheval, la musique, un langage à mettre en valeur. Voilà. Merci. Oui, juste une petite parenthèse que Xavier me souligne.
Récemment, la discipline du Hunter a mis en place, en compétition, et notamment dans le cadre des championnats de France, la possibilité de prendre votre musique et de la passer pendant le déroulement de votre parcours. Une réunion qui avait eu il y a 15 ans. Vous voyez, pour vous donner l'évolution à peu près, la vitesse. Il y a 15 ans, on a été venu, quand le Hunter est sorti, moi je n'avais jamais fait travailler le Hunter, parce que j'ai travaillé le CSO, mais en travaillant avec le rythme, quand le Hunter est sorti, on a tout raflé. On a gagné les championnats de France, c'est tombé comme ça. Ça a duré pendant longtemps. Et donc, mais j'aurais dit, le jour où vous mettrez la musique en Hunter, vous le sortirez de son ghetto. C'est très très beau. Voir un cavalier qui galope, vous avez une note de régularité de rythme, mettez une musique et tout le monde le verra. Alors ça y est, maintenant, ça sort. L'évolution est lente. Bien, voilà, je pense qu'on est pris par le temps, donc l'important c'était dans un premier temps de vous présenter la méthode pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la découvrir. Dans un deuxième temps, au-delà de la présentation que vous allez avoir en situation tout à l'heure, c'est de vous indiquer que donc depuis un moment déjà, et on va poursuivre notre effort, on continue à aller dans différentes régions de France pour animer des stages. Et pour les dirigeants de centres équestres, et là encore une fois, j'appuie le discours de Vivea. Systématiquement, le stage est pris en charge intégralement par Vivea, sachant qu'en plus, ils ont accepté, en plus des 2 journées de stage en formation collective, de financer un suivi personnalisé. Ça veut dire que je suis déjà actuellement en train de le faire en Île-de-France. Non seulement on anime ces 2 journées de formation collective, alors 2 journées dans lesquelles on ne vous lâche pas. Vous passez du temps à cheval, vous passez du temps en salle et vous passez du temps en situation pédagogique. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas d'arriver, monter à cheval et repartir. Vraiment, on ne vous lâche pas. Notre idée, c'est qu'au bout de 2 jours, vous ayez fait l'expérience à cheval et que vous ayez fait l'expérience en situation pédagogique. Et en plus de ça, pour tous les membres de Vivea, donc j'insiste parce que vous n'imaginez pas le nombre de dirigeants de centres équestres que je rencontre ou que je sollicite au téléphone qui ne savent même pas qu'ils sont adhérents Vivea. Où il y en a, ils me disent si, je suis Vivea, et en fait, vu que j'ai accès aux adhérents Vivea, ils sont en fait effectivement dirigeants de centres équestres, mais vous êtes salariés. Et là, c'est plus Vivea, c'est Favzea. C'est bien aussi. Hein. Mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes que je rencontre et qui ne savent pas s'ils sont Vivea ou Favzea ou d'autres. Il y a maintenant beaucoup de statuts indépendants qui eux aussi financent par obligation la formation professionnelle. Donc vous aussi, vous y avez le droit. Donc tout ça pour vous dire que il y a de la formation professionnelle, vous y avez accès. Les démarches pour Vivea, c'est très très simple. En général, c'est moi qui m'en charge, c'est extrêmement simple. Pour Favzea, c'est pas plus compliqué que ça. C'est différent, mais pas plus compliqué. Voilà, il n'y a plus qu'un. Hein. Et donc, on fait une démonstration tout à l'heure en fin de journée sur la carrière. Centre équestre de Cabourg, Poney Club, je crois. Donc, merci. Donc, juste un petit point que je voudrais souligner par rapport aux difficultés d'accès au Vivea. Un bon ami tout à l'heure m'a parlé du système et des difficultés, notamment des petits centres équestres. Un certain nombre de centres équestres, et je le sais parfaitement, ont des difficultés de trésorerie à un moment donné, et quelquefois ont du mal à payer la MSA dans les délais, c'est normal. Et du coup, comme le Vivea est accroché à la MSA, ben d'un coup, on n'est plus adhérent à Vivea momentanément, ce qui fait qu'on ne peut plus accéder à la formation. Donc, je connais la difficulté, je pense qu'on prendra rendez-vous avec la MSA pour qu'au moins, à un moment donné, l'aspect formation soit pris en premier, quoi. Non? Oui?
Alors, je pense que je peux répondre parce que je suis en plein dans la situation, puisque là, j'ai commencé une opération en Ile-de-France. Donc, je suis régulièrement à envoyer des mails à Julie. Alors oui, c'est complètement vrai. Effectivement, j'ai bien dû écrire 2 ou 3 fois à Julie en disant « je ne comprends pas ». Le dirigeant de centre équestre est vraiment sûr, il est vraiment adhérent à MSA. Il n'est pas salarié, donc il devrait être sur la banque de données, et mon écran me répond « pas finançable ». Ça, c'est la formule qui s'affiche. Julie fait en général tout ce qu'il faut derrière pour... elle sait me demander le document auquel vous pouvez avoir accès sur le portail d'entrée du site. En fait, vous, adhérents MSA, vous avez tous accès au portail d'entrée du site, moyennant un code secret. Et là, vous avez un document qui vous permet de prouver que vous êtes bien adhérent. Alors, ils reconnaissent ensuite qu'il y a toujours un petit délai entre le moment où effectivement vous êtes entre guillemets mis de côté parce que la cotisation n'est pas arrivée exactement au bon moment. Mais franchement, moi en tant que centre de formation, si je fais la démarche ensuite d'appeler l'IVR pour ça, c'est réglé. Et il y a aussi, par exemple, le cas particulier, comme vous disiez, des chefs d'exploitation qui seraient en difficulté pour payer les cotisations. Dès l'instant qu'un rendez-vous a lieu avec la MSA et qu'un échéancier a été mis en place et qu'on a cette information-là, en fait, on change le statut de la personne pour qu'elle soit de nouveau finançable. Après que l'échéancier soit respecté ou pas, ça on ne vérifie pas. Mais en tout cas, nous, ça nous permet de modifier le statut de la personne pour qu'elle soit de nouveau finançable. Je me doutais un peu de votre réponse que je l'ai provoquée. Des questions ? Oui, on nous rabat les yeux avec la publicité sur Equidia de Horsecom. Est-ce qu'il y a un lien ? Oui, ils sont inspirés de ma méthode, mais leur but avant tout c'est de vendre des appareils. Donc il y a des moments dans les pubs qu'on voit, il y a des choses qui me font dresser les cheveux sur la tête et qui ne sont pas tout à fait vraies. Je leur ai fait part de ça, je les ai rencontrés, parce qu'au départ je les avais rencontrés, et s'ils ont démarré sur ces idées-là, mais leur but c'est de la rendre surtout attractive pour des financiers, et puis de sortir des appareils et de les vendre. Ils n'ont pas, pour l'instant, ils veulent évoluer. Ce que j'ai compris, c'est que le cheval avait aussi des écouteurs, n'est-ce pas ? Oui, voilà. Il y a un système Bluetooth. Il n'y a pas, non ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes. Eux, ils ont équipé, ils ont un système Bluetooth qui fait que l'émetteur il les met entre les oreilles du cheval. Alors, il y a des chevaux qui ne supportent pas qu'on mette un bonnet, donc ceux-là sont exclus. Mais ça marche en effet isosonore. De toute façon, ça fait déjà un effet sonore qui isole le cheval des nuisances qui l'entourent. Mais ensuite, les chevaux peuvent reconnaître une musique, c'est vrai, mais les chevaux ne se mettent pas d'office dans une musique. J'ai essayé avec le métronome, avec des vieux chevaux de club très malins, d'accélérer le rythme. Jamais j'ai un cheval qui est parti du pas au trot parce que j'ai accéléré le rythme du métronome. Par contre, au cadre noir, quand ils mettent la musique du galop, ils se mettent tous à trépigner. Donc, les chevaux connaissent les musiques. Ensuite, la musique a une influence, mais lorsqu'on utilise la musique comme outil pédagogique, le but c'est on la transmet. En fait, le cheval devient votre prolongement. C'est-à-dire vous entendez la musique et dans le rythme que vous avez choisi, c'est pour ça que le métronome est important au départ pour définir dans quel rythme vous allez l'utiliser. Et ensuite, vous la transmettez à votre cheval. Et à l'instant où il la perd, vous avez l'information, mais elle n'est même pas encore visuelle que déjà vous la ressentez. Donc ça vous permet d'agir en amont. On n'a plus les conséquences d'un déséquilibre puisqu'on est informé plus tôt. Et c'est très amusant. Essayez. C'est bon ? Bon. Xavier et Diane nous accompagnent tout l'après-midi, donc éventuellement, si vous avez des questions à leur poser en privé, je pense qu'ils seront disponibles pour vous répondre. Merci en tout cas. Ça s'applaudit. Hein.
Alors maintenant, la sellerie forestier va nous, qui est notre